Bon, donc ouais, on a compris que les diodes sont très bien pour le redressement, pour la stabilisation avec la diode Zener. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui peuvent être utilisées avec les diodes? Oui, tu as raison, on a vu les redresseurs, on a vu comment réguler une tension à la sortie d'un redresseur filtré. Donc il y a d'autres applications qu'on appelle des écrêteurs, ou bien l'idée c'est de mettre en forme le signal de sortie. Donc imaginons qu'on a un signal à l'entrée qui est sinusoïdal, à la sortie on va changer un petit peu la forme du signal, c'est ce qu'on appelle les écrêteurs. Donc avant de commencer les écritures, j'aimerais juste mentionner qu'on va faire quelques exemples en classe, 2 exemples. Principalement, ce ne sont pas des exemples de design, mais ce sont des exemples d'analyse principalement. Donc l'information sur la Zener est déjà donnée, donc on veut essayer de comprendre comment calculer la valeur de cette résistance ou bien les limites de cette résistance. Donc on va faire 2 exemples. Un autre aspect, c'est la caractéristique de transfert. Donc n'oublions pas que c'est une représentation de l'entrée de la sortie en fonction de l'entrée. Donc le temps n'intervient pas. Okay? Donc il ne faut pas oublier ce point-là. Okay? Et puis là, on va commencer à regarder les écritures positives et les écritures négatives. On prend un exemple simple. Donc prenons l'exemple qui est à gauche ici. Donc c'est un redresseur, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est un redresseur mono-alternance. On sait que à la sortie, l'alternance positive est retenue, l'alternance négative n'est pas retenue, est bloquée. Donc si on regarde la caractéristique de transfert, la tension de sortie en fonction de l'entrée, lorsque la tension est négative, la diode ne conduit pas, donc la tension de sortie est égale à 0. Sinon, si la diode est idéale, la tension de sortie va être égale à la tension d'entrée, donc la pente est égale à 1. Donc mono-alternance négative, c'est ça la caractéristique et c'est ça la sortie. Donc on voit que on a complètement éliminé la partie négative ici. Donc c'est un écrêtage qu'on est en train de faire. Oui. C'est ça l'idée de l'écrêtage. Donc on est en train de mettre en forme à une autre forme à la sortie. J'ai pris ici un autre exemple qui est intéressant, c'est que on a aussi une alimentation, une diode, et vous voyez que ça c'est la caractéristique de transfert. Donc vous voyez que on a donné une certaine composante d'essai au signal d'entrée, mais il y a une partie qui est écrêtée, qui est mise en forme. Okay? Donc, comment on va faire cette analyse-là? Principalement, la technique simple, c'est de pouvoir mettre une tension au bord de la diode, par exemple, plus moins VD, appliquer les lois de Kirchhoff avant la conduction, et regarder quand est-ce que la tension VD va être positive. Donc, lorsque la tension VD va être positive, la diode va conduire. Si la tension est négative, la diode ne va pas conduire. Et à partir de ce point-là, on va savoir pour quelle valeur de VI la diode va conduire, pour quelle valeur de VI la diode ne va pas conduire. C'est ça. Alors, avec la composante continue qu'on a ajoutée, c'est comme si on a déplacé le point de fonctionnement exact. de la diode. C'est comme si on avait 2 sources de tension combinées en série. Ok, donc ici, je donne un exemple parce qu'on va faire 2 exemples en classe, ces 2 exemples, mais prenons par exemple le premier exemple ici. J'ai pris ces 2 exemples et je les ai divisés. Okay? Donc, je prends ce circuit et je prends ce circuit-là. Donc, principalement, ce circuit, plus en cascade, ce circuit va nous donner ce circuit-là. Donc, la question qu'on se pose, si j'analyse ces 2 circuits-là, est-ce que je peux tirer à partir de cette information la sortie de ce circuit-là? Vous allez voir que la réponse est non. Pourquoi? Parce que, premièrement, on est en train de charger le 2e circuit. Ici, on prend le premier circuit, le 2e circuit va venir charger le premier circuit. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, Radi? Peut-être tu peux nous... C'est parce que justement, à mon avis, la diode, globalement, c'est un composant qui est non linéaire, c'est ce qu'on a dit. Et quand tu fais la somme où tu ajoutes un non linéaire à non linéaire, c'est pas une addition directe qu'on peut faire. Ils ne peuvent pas s'ajouter. Il faut donc étudier le circuit globalement pas à pas pour pouvoir le caractériser. C'est une notion très importante et donc même dans les études plus loin, les étudiants vont souvent trouver que beaucoup de choses on essaie de les linéariser parce que la linéarisation permet l'addition et permet l'analyse partielle et puis quand on est dans le cas d'un non linéaire, ce n'est pas valable. C'est pour ça que on a dit que tout à l'heure dans l'analyse de la diode, il y a la zone de blocage, on fait une étude à part, et puis l'autre zone, on a cherché toujours à la linéariser pour... C'est-à-dire une petite clarification, même si on a linéarisé la diode en conduction, dans
dans la zone de coupante, disons, ou bien qui ne laisse pas passer la diode. Donc, les deux ensemble, c'est un modèle non linéaire encore. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Même si ce n'est pas exponentiel, mais quand même, c'est un modèle qui est non linéaire. OK, donc dans cet exemple, on a deux diodes. Donc, on sait qu'on peut avoir quatre possibilités. Soit que les deux diodes ne conduisent pas, ou bien les deux diodes conduisent, ou bien les autres deux possibilités. Alors, on est en train maintenant, là, de voir dans la diode le premier modèle, essentiellement. Si on Exactement. parle de on-off. Bon, on peut ici, d'après cette définition, on regarde le deuxième modèle parce qu'on a la tension de forward, la barrière de potentiel qui est égale à 0,7 volts. Mais on aurait pu simplifier beaucoup plus et prendre la diode comme étant une diode idéale. Donc ici, ce que je suggère aux étudiants, on a 4 cas, automatiquement de remplir ici la tension de sortie à partir de ces 4 cas. Même sans faire l'analyse, on sait que si les deux diodes ne conduisent pas, donc ces deux diodes sont remplacés par des circuits ouverts. Donc s'ils sont remplacés par des circuits ouverts, donc la tension de sortie, il n'y a pas de courant ici, la tension de sortie est égale à 3 volts. Si les deux diodes sont en train de conduire, donc on peut les remplacer par des sources de tension de 0,7 volts. Donc, quelle est la tension de sortie? Donc, on applique la loi de Kirchhoff dans cette boucle. Donc, ça fait plus 7. Donc, plus 0,7, ça fait 7,7. Moins 0,7, ça fait 7. Donc, la sortie va être égale à 7 volts. Donc, on a déjà la réponse directement. La seule chose qu'on ne sait pas, quand est-ce qu'on va voir ces tensions de sortie? Pour quelle valeur de VI on va voir ces situations-là? 1, 2, 3, 4. On peut même avoir des situations qui sont impossibles. Donc, je prends ce cas-là qui est très intéressant. La tension à l'anode ici, c'est ce point-là. La tension à l'anode est ce point-là. Donc, les deux diodes ont la même tension à l'anode. Avant la conduction de ces deux diodes, la tension ici, c'est 7 volts. Donc, pour que la diode conduise, il faut que la tension à l'anode soit supérieure à la tension de 7 volts. Au moins 7,7 volts pour que la diode conduise. Ici, c'est 3 volts. Donc, pour que cette diode conduise, on a besoin de 3,7 volts ici. Donc, on voit que cette diode-là va conduire avant la diode D1. Donc, la situation qu'on voit ici, la situation 2, la situation 3, ne va jamais exister, ne va jamais arriver. Donc, cette situation est impossible ici. Même si on remplit la table de vérité ici avec une tension de sortie, ce qui est bon de remplir pour ne pas faire des erreurs, mais cette situation va être impossible. OK, donc on va faire cet exemple en classe et on va voir dans quelles conditions, dans quelles conditions la diode va conduire. Je vais faire rapidement une petite analyse simple, Radi. OK? Supposons que j'applique la loi de Kirchhoff dans cette boucle. OK? Pardon. Donc, VI, avant la conduction, il n'y a pas de courant ici. Donc, VI moins VD, s'il n'y a pas de courant, moins 3 volts qui est égal à 0. Donc, je viens d'obtenir une relation VI en fonction de VD. Donc là, je peux dire, pour VD plus grand que 0,7 volts, la diode va conduire. Donc, automatiquement, je peux trouver la relation pour quelle valeur de VI cette diode-là va conduire. Donc, c'est comme ça qu'on va penser dans le futur en classe. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on va faire en classe. On va pouvoir tracer la caractéristique de transfert. Et en connaissant la tension à l'entrée en fonction du temps, on va pouvoir tracer la tension de sortie en fonction du temps. Ici, c'est un autre exemple, donc la table de vérité. Donc, faites attention, la sortie n'est pas une tension, mais principalement la sortie, c'est un courant à l'entrée. Donc, on a la tension à l'entrée en fonction du courant qu'on cherche, le courant à l'entrée. Donc, on va tracer le courant II en fonction de la tension V. Donc, le raisonnement est la même chose. Donc, on peut facilement remplir la table de vérité C au niveau du courant. Et la condition de conduction pour la diode D1 et D2, on va utiliser les lois de Kirchhoff pour arriver à ce résultat. Donc, ici, je vous montre quelque chose qui est très intéressant. Différentes situations de montage sériel en prenant la première approximation, la diode idéale. Donc, ça, c'est principalement les redresseurs monalternance. Donc, ça, c'est les caractéristiques de transfert. J'ai donné ici plusieurs exemples que j'ai tirés du livre de Bostadt, ces exemples-là. Donc, je vous donne les caractéristiques de transfert avec la diode idéale. Je vous conseille fortement aux étudiants, je les conseille de prendre l'exemple avec une diode avec la deuxième approximation et de faire les caractéristiques de transfert. En fait, là, si j'ai bien compris, on a toujours cette forme de caractéristique, oui, mais ce sont soit inversées, et puis les tensions qui sont là, ils servent à décaler. Oui.
à décaler sur l'axe horizontal la caractéristique. Oui, je prends un exemple. Supposons que j'applique la loi de Kirchhoff avant la conduction ici. VI moins VD est égal à 0. Donc pour VD plus grand que 0, ça va conduire. Pour plus VD moins, ça ne va pas conduire. Imaginons que je prends la deuxième approximation. Ça va être VI moins VD, ok, qui va être égal à 0, mais pour que ça conduise, il faut que VD soit plus grand que 0.7. Donc, ici, on va avoir plus grand que 0.7 pour avoir la conduction. Ça, c'est une configuration en parallèle, donc je prends toujours une diode idéale, et vous voyez les réponses, la caractéristique de transfert. Ici, même, vous voyez, j'ai pris deux diodes avec deux alimentations différentes, et vous voyez que l'écrêtage est dans les deux directions. Donc, on écrète en positif et en négatif. C'est un bon exemple, là, par exemple, dans le système cellulaire. Supposons qu'il y a un signal qui est très très fort qui arrive et qui va endommager l'amplificateur à l'entrée du cellulaire. Donc on va mettre un circuit de cette nature-là, peut-être pas les deux sources, mais avec deux diodes en cascade ici, pour pouvoir limiter la tension à 0.7 volts, plus ou moins 0.7 volts, le signal à l'entrée. Alors pour ce genre de schéma, justement, la tension qui est placée, on voit qu'elle sert de translation de la caractéristique sur l'axe des Y. Horizontal. Oui. Sur l'axe vertical. Oui. OK. Donc ici, déplacement, on l'identifie déjà avec une source DC en série avec la diode, déplacement horizontal et vertical de la courbe caractéristique. Donc, bon, un exemple intéressant, ce sont les circuits logiques. Donc ça, c'est un circuit logique U, donc avec deux diodes, deux entrées, une sortie. Ça, c'est la table de VT d'une porte U. Donc, on voit que même dans un circuit numérique, on a besoin des circuits analogiques, de faire une analyse analogique. Bon, ici, on a un exemple avec trois entrées, une sortie. Donc, c'est un circuit, ce circuit-là, c'est un circuit E. Donc, on voit à partir de la table de VT que c'est un circuit E. Bon, les applications, on va prendre d'autres applications aussi. Par exemple, un circuit à verrouillage. Radio, un circuit à verrouillage, c'est très intéressant. C'est un circuit qui va nous permettre de donner une composante DC à la sortie. Donc, je prends un exemple. À l'entrée, supposons qu'on a un signal rectangulaire sans composante continue. En ayant un circuit qu'on appelle un circuit à verrouillage, où il y a un condensateur et une diode, on va pouvoir translater la courbe vers le haut, vers le haut. Donc, il y aura une composante continue à la sortie. Donc, le sens de la flèche va nous montrer si on va descendre ou bien va monter. Ici, le sens de la flèche est vers le bas, donc on va descendre. Et ce qui est intéressant, le pic-to-pic ne va pas changer. Ici, on a 2 fois V. Ici, on a 2 fois V. D'accord. Donc, ça translate le... Exactement. Ça, c'est la théorie. Si vous faites ça au laboratoire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a la constante de temps qui est mise en jeu. Ça va dépendre de la valeur de la capacité, ça va dépendre de la valeur de la résistance. Donc, en pratique, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus différent de ce que vous allez trouver en théorie. OK? Dans certains cas, on va même ajouter une alimentation. Là, bon, vous voyez qu'avec l'alimentation, on va avoir une certaine translation. Et toujours, le sens de la flèche va nous indiquer le déplacement vers le haut. Et puis, le pic-to-pic va toujours rester la même chose. Ici, on a une pic-to-pic de 30 volts. À l'entrée, on avait un 30 volts. Et vous voyez ici, à l'entrée, déjà, on a une composante continue. À la sortie, la composante continue à changer. Bon, un autre exemple ici pour un multiplicateur de tension. C'est comme dans le cas du taser, où les policiers les utilisent, mais c'est pas le même circuit dans le cas du taser, parce qu'il faut contrôler le courant pour ne pas rendre la vie de... pas être trop agressif. Et puis ici, on voit qu'avec 2 diodes, on va pouvoir multiplier la tension. En fin de compte, c'est la charge du condensateur qui va multiplier la sortie en 2 fois la tension de l'entrée. Si on ajoute, par exemple, 4 diodes avec 3 condensateurs, on peut doubler, tripler ou bien multiplier par 4 la sortie. Très intéressant. Okay, donc, tant qu'on ajoute des diodes et des condensateurs, on peut augmenter la tension. Faible et puis la faire augmenter comme on veut. Là. Et finalement, on peut même penser à faire un atténuateur variable, donc en utilisant la caractéristique variable de la diode, parce qu'on sait que la diode a une forme qui est exponentielle. Donc, en changeant la tension, le point d'opération, on peut mettre une tension de 0.2 volts, 0.3 volts, 0.4, etc. On peut changer la résistance de la diode. Donc, on peut, par exemple, utiliser ce circuit-là pour avoir un atténuateur variable. Ces 2 condensateurs-là sont importants pour ne pas endommager la charge ou bien la source, parce qu'on a une composante DC ici qui peut aller dans la charge et la source.
OK? Et puis, cette résistance est nécessaire pour ne pas endommager la diode lorsqu'on alimente avec une tension d'essai. Donc, l'équivalent AC, parce qu'on cherche l'atténuation AC, c'est la résistance plus cette résistance, la résistance de la diode et la résistance de la charge. Donc, l'entrée et la sortie, c'est un diviseur de tension. Donc, ça va agir comme un atténuateur. Ce qui varie pour rendre l'atténuateur variable, c'est la valeur de la résistance de la diode qui est dynamique, en fonction de la tension qu'on est en train d'appliquer. Oui. OK? Donc là, avec ce qu'on vient de faire, les 6 modules qu'on a fait, ça va permettre aux étudiants de bien comprendre le cours et de se préparer avant de venir en classe. En classe, il y a des choses qu'on va répéter pour être sûr que l'étudiant a bien compris le contenu, c'est-à-dire les connaissances. Et en même temps, on va essayer de travailler sur les compétences transversales en faisant des exercices, en posant des questions de quiz, etc. Ah oui, c'est ça. Donc, le temps de classe va être exploité de manière beaucoup plus intéressante à travers des questions, à travers des applications. Et, ça va être des séances où l'étudiant va être beaucoup plus actif que dans le mode classique. Donc, l'étudiant, lorsqu'il est actif, il va être sûrement motivé. Et le plus important, c'est la rétention de la matière. Après 10 ans, un étudiant qui a fait cette approche-là, il va se souvenir de ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait lui-même le travail. C'est pas le prof qui lui a donné seulement. Donc, c'est un travail collaboratif. Ça va lui demander de la mobilisation à la maison. Mais il faut jouer le jeu. Ça a son côté positif qui est très intéressant à court terme et à long terme. Et ils vont peut-être sentir cela à long terme beaucoup plus de manière efficace. Et c'est une voie d'avenir. On a la technologie qui permet d'offrir le cours pratiquement sous cette forme-là et d'aller plus en profondeur pendant les séances de cours classiques. Merci Radi. Bonne soirée.